Bonjour et bienvenue pour cette exploration du magazine Science et Avenir d'octobre 2025. Aujourd'hui, on se plonge vraiment dans ce numéro pour en extraire les découvertes les plus marquantes, les idées qui bousculent un peu. Et on commence fort avec le dossier de couverture, une question qui fascine et qui interroge depuis toujours, hein. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? C'est une enquête passionnante sur la recherche de vie extraterrestre. Mais attention, ce n'est pas tout. On va aussi aborder des sujets peut-être plus proches de nous, comme la menace persistante de la grippe aviaire, ou la question troublante des cancers qui touchent de plus en plus de jeunes, ou même comment la nature, bah oui, la nature elle-même, peut nous aider à lutter contre les inondations. Et puis on fera un petit détour par Mars et la biologie de demain. Alors, prêt pour cette exploration? Ah oui, absolument. Ce numéro est vraiment une mine d'informations, ça touche à des domaines très très variés. Et décortiquer ces avancées, je crois que c'est important pour mieux saisir les enjeux actuels et futurs. Alors, allons-y sans tarder. Bon, alors attaquons ce gros dossier seul, à la recherche de la vie extraterrestre. C'est vrai que la question est vieille comme le monde, mais j'ai l'impression que la manière de chercher, elle, a beaucoup changé. On n'est plus juste à écouter si un téléphone sonne dans l'espace, quoi. C'est tout à fait ça. La recherche de signaux, disons, intelligents, émis par des civilisations avancées, le fameux SETI, ça continue bien sûr. Mais ce n'est plus l'unique approche. Aujourd'hui, une grosse partie de l'effort, elle se concentre sur la détection de ce qu'on appelle les biosignatures. Biosignature. Ok, c'est un mot-clé, j'imagine. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est comme des empreintes digitales de la vie. Oui, on peut voir ça un peu comme ça. Une biosignature, en fait, c'est un indice. Ça peut être une molécule particulière, une structure dans une roche, un mélange de gaz spécifique dans une atmosphère. Quelque chose qui suggère qu'il y a ou qu'il y a eu de la vie, même microbienne, hein. Imaginez des traces de pas dans la neige. Ça indique que quelqu'un est passé. Bon, bah la biosignature, c'est un peu le même principe, mais pour la vie. Le problème, et il est énorme, c'est que certains processus qui n'ont rien à voir avec la vie, des processus géologiques ou chimiques, peuvent parfois créer des traces qui ressemblent beaucoup à des traces de vie. Ah d'accord. Donc c'est pas si simple. Non, la vraie difficulté, c'est pas tant de trouver des indices potentiels, parce qu'on commence à en trouver. La difficulté, c'est de prouver que ces indices ne peuvent pas avoir été créés par autre chose que le vivant. C'est un défi vraiment colossal. Et cette quête, elle nous mène où en premier? Sur Mars, j'imagine, avec persévérance? Exactement. Direction Mars, dans le cratère Jezero. C'est un site très intéressant parce que c'était un lac il y a des milliards d'années. Et là, le rover Perseverance a trouvé des choses, oui, prometteuses. Comme quoi, par exemple? Des roches sédimentaires qui contiennent de la matière organique, c'est-à-dire des molécules complexes à base de carbone, les briques de base de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Il a aussi repéré des structures rocheuses un peu bizarres qui font penser aux stromatolites terrestres. Les stromatolites, c'est... Ce sont des sortes de choux-fleurs rocheux formés par l'accumulation de couches de microbes sur Terre, souvent dans des eaux peu profondes. Alors attention, hein. Oui, j'imagine qu'il y a un mais. Voilà. Ces découvertes sont passionnantes, mais ce n'est pas une preuve de vie en soi. La matière organique, elle peut aussi se former sans vie, par des processus purement chimiques, et des structures géologiques peuvent très bien ressembler à des fossiles de microbes, sans en être. D'accord, donc comment on fait pour savoir? C'est là qu'intervient la suite de la mission. Persévérance ne fait pas qu'analyser sur place. Il collecte des échantillons de roches, les plus intéressants, et il les stocke dans des petits tubes scellés. L'idée, c'est qu'une autre mission, plus tard, baptisée Mars Sample Return, aille les récupérer pour les ramener sur Terre. Ah oui, le fameux retour d'échantillons. Pourquoi c'est si crucial de les avoir ici, sur Terre? Parce que les instruments qu'on peut embarquer sur un rover, même s'ils sont très sophistiqués, ils ont forcément des limites de taille, de poids, de puissance. Dans nos laboratoires terrestres, on aura accès à des équipements beaucoup plus puissants. On pourra analyser ces échantillons sur toutes les coutures, chercher des traces chimiques ou isotopiques beaucoup plus subtiles. Et surtout, on pourra utiliser plein de techniques différentes pour essayer d'éliminer tous les doutes possibles sur une origine non biologique. C'est vraiment la seule façon d'avoir une réponse fiable et d'éviter les fausses joies, quoi. On en a déjà eu dans le passé. Ok, donc Mars, c'est plutôt pour chercher une vie passée. Mais il y a aussi des endroits où on pourrait trouver de la vie maintenant, c'est ça? Je pense aux lunes glacées comme Europe ou Encelade. Tout à fait. C'est une autre piste majeure, et peut-être même plus excitante pour la vie actuelle. Ces lunes de Jupiter et Saturne, elles ont une épaisse carapace de glace. Mais en dessous, on est quasiment sûr qu'il y a de vastes océans d'eau liquide. De l'eau liquide.
Mais comment elles restent liquides si loin du Soleil? C'est grâce à la chaleur interne de ces lunes. Cette chaleur, elle est générée par les forces de marée exercées par leurs planètes géantes, Jupiter ou Saturne. Ça pétrit l'intérieur de la Lune, un peu comme quand on malaxe une balle anti-stress, et ça chauffe. Et au fond de ces océans, il pourrait y avoir des sources hydrothermales. Comme les fumeurs noirs au fond de nos océans. Exactement. Et sur Terre, ces fumeurs noirs, ils grouillent de vie. Des écosystèmes entiers qui se développent sans aucune lumière du Soleil, juste grâce à l'énergie chimique qui sort des profondeurs. C'est un modèle très intéressant pour Europe ou Encelade. Et pour Encelade, on a même vu des choses sortir, non? Des geysers. Oui, c'est ça qui est incroyable avec Encelade. La sonde Cassini, une mission exceptionnelle, a carrément volé à travers des panaches de glace et de vapeur d'eau qui s'échappent de fissures près du pôle sud. Et quand on a analysé ce que contenaient ces geysers, on a trouvé de l'eau salée, des molécules organiques complexes, encore ces fameuses briques du vivant, et même du méthane, qui pourrait être une source d'énergie pour des microbes. Donc là, on a les ingrédients et potentiellement l'énergie. Voilà, Encelade coche beaucoup de cases. Elle est devenue une cible absolument prioritaire pour les futures missions qui chercheront une vie extraterrestre active aujourd'hui. Impressionnant. Bon, on quitte notre système solaire maintenant parce qu'il y a les exoplanètes aussi. Des milliers. Et là, c'est le télescope James Webb qui entre en jeu, c'est ça? Pour regarder leur atmosphère? Tout à fait. Le James Webb Space Telescope, ou JWST, a ouvert une nouvelle fenêtre sur ces mondes lointains. Il peut analyser la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère d'une exoplanète quand elle passe devant, et en faisant ça, on peut déduire quel gaz compose cette atmosphère. L'article met en avant K2-18b. K2-18b, oui. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette planète? Alors K2-18b, c'est ce qu'on appelle une super-Terre, plus grosse que la nôtre, mais située dans la zone habitable de son étoile, là où l'eau liquide pourrait exister en surface. Elle est peut-être d'un type nouveau, qu'on appelle planète ICN. ICN, Ouais. c'est-à-dire? Ça voudrait dire un monde avec un océan global sous une atmosphère très épaisse, riche en hydrogène. C'est très différent de la Terre, hein? Et le JWST y a détecté du méthane, du dioxyde de carbone, et, c'est ça qui a fait du bruit, une détection possible, mais attention, encore très incertaine, de sulfure de diméthyle, le DMS. Le DMS. Et pourquoi c'est important, ce gaz? Parce que sur Terre, le DMS, il est produit quasi exclusivement par des organismes vivants, surtout le phytoplancton dans les océans. Donc, si on arrivait à confirmer sa présence de manière certaine sur K18b, ce serait une biosignature potentiellement très très forte. Mais, Encore un mais. Il y en a beaucoup dans cette recherche. ah oui, et c'est normal, la prudence est essentielle. L'astrophysicien Frank Celsis, qui est interviewé dans l'article, insiste énormément là-dessus. Et pourquoi cette prudence extrême? Qu'est-ce qui cloche avec ce DMS? D'abord, le signal détecté est vraiment très faible, à la limite de ce que le télescope peut voir. Il faut absolument d'autres observations pour confirmer que ce n'est pas juste du bruit ou une erreur d'interprétation. Ensuite, K2-18b, c'est un monde radicalement différent de la Terre. Qui nous dit que sur une planète ICN, avec une chimie et une géologie qu'on ne connaît pas, il n'y aurait pas un moyen non biologique de produire du DMS? On n'en sait rien en fait. D'accord. Donc, on ne peut pas juste transposer ce qu'on sait de la Terre. Exactement. Comme le dit Frank Celsis, la meilleure stratégie, c'est sans doute pas de chercher la planète miracle unique avec un signal parfait. C'est plutôt d'observer beaucoup d'exoplanètes différentes, de comparer leurs atmosphères et de chercher des anomalies répétées, des choses qui sortent vraiment du lot et qu'on aurait du mal à expliquer sans faire intervenir la biologie. C'est un travail de fourmi, une quête de motifs, plus qu'une chasse au trésor ponctuelle. C'est fascinant de voir à quel point c'est complexe. On cherche des traces chimiques subtiles. Mais est-ce qu'on a complètement abandonné l'idée de chercher des signaux plus évidents, genre un message radio ou un truc comme ça? Non, non, pas du tout. Le SETI classique, la recherche d'intelligence extraterrestre, continue et même se modernise. On a de nouveaux outils qui arrivent, comme le SKA, un réseau de radiotélescopes absolument gigantesque qui va multiplier notre capacité d'écoute. Et il y a aussi d'autres approches, comme Laser SETI, qui cherche des flashs laser très brefs et très puissants qui pourraient être une forme de communication. On élargit le filet, en quelque sorte. On cherche à la fois les traces de vie simples, les biosignatures, et les traces de technologie, les technosignatures. Mais malgré tous ces efforts, les obstacles restent immenses, non? La distance, le bruit cosmique, le risque de se tromper.
Ah oui, le risque de la fausse alerte, c'est vraiment le grand piège. L'histoire de l'exobiologie est pleine d'exemples. Il y a eu le fameux signal WOW en 1977, un signal radio très puissant, mais jamais réentendu. Il y a eu la météorite martienne ALH 8401 dans les années 90, avec des structures qui ressemblaient à des bactéries fossiles. Ah oui, je m'en souviens de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent que c'était des processus géologiques. Il y a eu l'étoile de Tabi, avec ses baisses de lumière super bizarres. À chaque fois, l'hypothèse extraordinaire a été soulevée, mais finalement, une explication plus simple, non biologique, a été trouvée ou reste la plus probable. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Exactement. C'est pourquoi la communauté scientifique essaie de mettre en place des critères très stricts, comme l'échelle COLD, qui veut dire Confidence of Life Detection. C'est une échelle avec plusieurs niveaux de preuves nécessaires avant de pouvoir vraiment affirmer qu'on a trouvé la vie. La rigueur, la vérification, la patience. C'est essentiel. Il faut surtout pas confondre « on ne comprend pas ce qu'on voit » avec « c'est forcément des extraterrestres ». Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur cette quête. C'est clair que la réponse, c'est pas pour tout de suite, mais on voit que la recherche avance à grands pas. Allez, on change de sujet maintenant pour explorer d'autres points forts de ce numéro de Science et Avenir. On commence par une actu sanitaire bien réelle celle-là, la grippe aviaire H5N1. Oui, le virus H5N1, celui de l'influenza aviaire hautement pathogène, reste une préoccupation majeure. Ce qui inquiète beaucoup les autorités sanitaires actuellement, c'est sa propagation qui s'étend de plus en plus chez les mammifères. On l'avait déjà vu chez des mammifères sauvages comme les renards ou les phoques, mais là, plus récemment, il y a eu une diffusion assez massive chez les vaches laitières aux États-Unis. Chez les vaches, dites. Et le risque, du coup, c'est qu'ils s'adaptent à nous, les humains? C'est exactement ça la crainte principale. Plus le virus circule et se réplique chez les mammifères, qui sont biologiquement plus proches de nous que les oiseaux, plus il a d'opportunités de muter. Et certaines mutations pourraient lui permettre de se transmettre plus facilement d'humain à humain. Pour l'instant, heureusement, les cas de transmission à l'homme sont très rares et souvent liés à des contacts très étroits avec des animaux malades. Mais chaque infection d'un mammifère, c'est un peu comme un signal d'alarme. Donc la surveillance est renforcée partout dans le monde, et en France par exemple, on a mis en place la vaccination des canards pour essayer de limiter la circulation du virus dans les élevages. Le message c'est vraiment vigilance. Le risque de pandémie lié à ce virus existe toujours. Autre sujet de santé qui interpelle beaucoup dans ce numéro, l'augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. On parle de cancers précoces, les chiffres cités sont assez saisissants. Oui, c'est une tendance observée à l'échelle mondiale et confirmée par plusieurs études, notamment une grosse étude parue dans BMJ Oncologie. Elle montre une augmentation de presque 80% du nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de moins de 50 ans, entre 1990 et 2019. Ça concerne différents types de cancers, colorectal, pancréas, estomac, sein. Et attention, ce n'est pas juste un effet d'un meilleur dépistage. L'incidence réelle, le taux de nouveaux cas augmente vraiment. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? C'est ça qui est troublant, non? C'est tout le problème. On n'a pas une seule réponse claire. Plusieurs facteurs sont suspectés et ils sont probablement intriqués. Il y a bien sûr des changements importants dans nos modes de vie ces dernières années. L'alimentation, avec une consommation croissante de produits ultra transformés, la sédentarité, l'augmentation de l'obésité, ça joue certainement un rôle. D'autres pistes? Oui, on regarde aussi du côté de l'exposition à certains polluants environnementaux. Il y a aussi des hypothèses sur des modifications de notre microbiote intestinal, vous savez, les milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins et qui jouent un rôle dans notre santé. Et puis, une piste plus complexe, c'est celle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ça, en gros? Alors, en très simplifié, notre ADN, c'est le livre de recettes de nos cellules. L'épigénétique, ce sont comme des petites marques chimiques qui se posent sur ce livre sans changer le texte des recettes, mais qui vont dire à la cellule « utilise cette recette » ou « n'utilise pas celle-là ». Et ces marques, elles peuvent être influencées par notre environnement, notre alimentation, notre mode de vie, et elles pourraient dérégler le fonctionnement des cellules et favoriser le cancer. D'accord, c'est complexe. Très complexe. Donc le message principal ici, c'est que cette augmentation des cancers précoces est un phénomène bien réel, mais dont les causes profondes sont encore mal comprises. Ça pointe probablement vers un cocktail de facteurs liés à notre environnement et à nos modes de vie modernes.
Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Allez, on quitte la santé humaine pour la santé de la planète, avec une idée assez intéressante pour lutter contre les inondations, rendre leur liberté aux rivières. C'est un peu contre-intuitif, non? Oui, ça peut paraître contre-intuitif parce que pendant très longtemps, on a fait l'inverse. On a voulu maîtriser les rivières en les redressant, en les canalisant, en construisant des digues. On pensait que ça permettrait d'évacuer l'eau au plus vite et d'éviter les débordements. Mais on se rend compte que ça a des effets pervers. C'est-à-dire? En accélérant l'écoulement de l'eau, on aggrave souvent les pics de crue, plus en aval. Et surtout, l'eau n'a plus le temps de s'infiltrer dans les sols, ce qui empêche la recharge des nappes phréatiques et peut donc aggraver les sécheresses par ailleurs. L'idée de l'hydrologie régénérative, c'est donc de faire machine arrière là où c'est possible. On redonne à la rivière ses anciens méandres, ses courbes, on recrée des zones humides le long de son parcours. L'article donne un exemple concret dans l'Aube. Et ça marche. Quels sont les avantages? Oui, les résultats sont souvent très positifs. Une rivière qui serpente, ça ralentit naturellement le débit de l'eau, ce qui étale le pic de crue dans le temps et réduit son intensité. L'eau reste plus longtemps, elle a le temps de s'infiltrer, de recharger les nappes, et en plus, ces zones restaurées plus naturelles, avec des niveaux d'eau variables, deviennent des habitats très riches pour la faune et la flore. C'est vraiment une approche qui consiste à travailler avec la nature plutôt que contre elle. C'est inspiré de techniques comme le Keyline Design, qui cherche à optimiser la gestion de l'eau dans tout le paysage. Le message, c'est que parfois, la meilleure ingénierie, c'est de laisser faire la nature ou de l'aider à retrouver son chemin. Très intéressant. On reste dans la nature, mais là, on bascule dans quelque chose qui sonne presque comme de la science-fiction. Les bactéries miroirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ça c'est fascinant, ça touche vraiment au fondement de la chimie du vivant. Il faut comprendre un truc, la plupart des molécules essentielles à la vie, comme les acides aminés qui composent nos protéines ou les sucres qui nous donnent de l'énergie, existent sous deux formes. Ces deux formes sont identiques dans leur composition, mais elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, comme notre main droite et notre main gauche. On appelle ça la chiralité. Droite et gauche, d'accord. Et alors? Et alors ce qui est fou, c'est que toute la vie qu'on connaît sur Terre, absolument toute, utilise quasi exclusivement une seule de ces deux formes. Les acides aminés sont tous gauches, L-aminoacides, et les sucres importants sont majoritairement droits, des sucres. Pourquoi ce choix unique? C'est encore un mystère. Et les bactéries miroirs, elles font quoi? L'idée des chercheurs, c'est de tenter de construire en laboratoire une forme de vie miroir, une vie qui serait basée sur les briques inverses, des acides aminés droits et des sucres gauches. C'est un défi technique énorme, mais ils ont déjà réussi à faire quelques pas, comme créer des enzymes miroirs qui fonctionnent. Mais dans quel but? C'est juste pour voir si c'est possible? Pas seulement. Imaginez, on pourrait créer des médicaments miroirs que nos enzymes normales ne pourraient pas dégrader, donc ils seraient plus efficaces ou dureraient plus longtemps. Ou des biomatériaux totalement résistants à la décomposition par les microbes actuels. Mais, évidemment, Oui, ça soulève des questions vertigineuses, j'imagine. Éthique, de sécurité. exactement. Qu'est-ce qui se passerait si une telle forme de vie miroir s'échappait du laboratoire? Pourrait-elle interagir avec notre biosphère? Pourrait-elle utiliser nos ressources? Ou serait-elle totalement inoffensive? On n'en sait rien. C'est un domaine de recherche qui repousse les limites de ce qu'on considère comme la vie et qui nous oblige à réfléchir très sérieusement aux conséquences potentielles. Impressionnant. Restons dans la technologie, mais appliquée à un domaine plus terre-à-terre, si j'ose dire. La justice. Avec la stylométrie. C'est bien ça, hein, l'analyse du style d'écriture pour identifier quelqu'un? C'est tout à fait ça. La stylométrie, c'est l'idée d'analyser le style d'écriture d'une personne, un peu comme on analyse une empreinte digitale. Mais au lieu des lignes de la peau, on regarde des caractéristiques du langage. La longueur moyenne des phrases, la diversité du vocabulaire utilisé, la fréquence de certains petits mots très courants comme le, la, de, que, l'usage de la ponctuation, les tics de langage. Et on a tous un style unique, même sans s'en rendre compte. L'hypothèse de base, c'est que oui, notre façon d'écrire, surtout sur de longs textes, comporte des éléments inconscients qui nous sont propres et qu'il est difficile d'imiter parfaitement ou de masquer complètement. On peut quantifier ces éléments avec des outils statistiques et informatiques. Et ça sert vraiment dans des enquêtes. On a des exemples? Oui, c'est un outil qui est utilisé, même s'il faut rester prudent. L'affaire la plus connue où la stylométrie a joué un rôle, c'est celle d'Unabomber aux États-Unis. L'analyse linguistique de son manifeste avait permis de le rapprocher de son frère, qui a ensuite alerté le FBI. Aujourd'hui, avec l'explosion des textes numériques, emails, messages sur les réseaux sociaux, commentaires en ligne, la stylométrie trouve de nouvelles applications, par exemple pour identifier l'auteur de messages anonymes ou haineux, ou pour vérifier la paternité d'un texte.
Ce n'est généralement pas une preuve irréfutable à elle seule, mais ça peut être un indice important dans un faisceau de preuves. Intéressant de voir comment la linguistique rencontre l'informatique et le droit. Bon, maintenant, un sujet qui fait réfléchir. Même l'astronomie, la science des étoiles, a une empreinte carbone. Ça paraît paradoxal. Oui, ça peut surprendre, mais c'est une prise de conscience qui monte au sein de la communauté scientifique. Faire de l'astronomie aujourd'hui, ça demande des moyens considérables. Il y a la construction et la maintenance des télescopes géants, souvent dans des endroits reculés. Il y a les voyages des chercheurs pour les conférences ou pour aller sur les sites d'observation. Et puis, il y a surtout un poste de dépenses énergétiques énorme, les supercalculateurs. Ah oui, pour traiter toutes les données et faire des simulations. Exactement. L'astrophysique moderne repose énormément sur des simulations numériques très complexes et sur l'analyse de quantités gigantesques de données venant des télescopes. Et ces calculs, ça consomme énormément d'électricité. L'article cite une estimation assez frappante. Un astronome moyen pourrait émettre l'équivalent de 56 tonnes de CO2 par an. C'est bien plus que la moyenne d'un citoyen dans beaucoup de pays développés. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Observer moins? Non, l'idée n'est pas d'arrêter la recherche, bien sûr, mais plutôt de trouver des moyens de réduire cet impact. Par exemple, développer encore plus l'observation à distance pour limiter les déplacements. Optimiser les logiciels de simulation pour qu'ils soient moins gourmands en énergie. Mutualiser les missions, les déplacements et, bien sûr, alimenter les observatoires et les centres de calcul avec des énergies renouvelables autant que possible. C'est un débat en cours, mais ça montre que même les disciplines qui nous font rêver d'ailleurs doivent se confronter aux réalités environnementales d'ici. C'est une réflexion importante, en effet. Bon, pour finir ce grand tour d'horizon, on revient à nous, à notre corps, avec deux petites découvertes. La première sur cet agachant effet yo-yo des régimes. On comprendrait mieux pourquoi c'est si dur de ne pas reprendre les kilos perdus. Oui, il y a des recherches assez récentes faites sur des modèles animaux pour l'instant qui suggèrent une explication au niveau du cerveau. Quand on perd du poids, surtout si c'est rapide, ça entraînerait des changements assez durables dans une zone clé du cerveau, l'hypothalamus, qui contrôle l'appétit, la dépense énergétique, le métabolisme. Et qu'est-ce qui changerait dans cette zone? Le cerveau aurait l'air de se souvenir du poids qu'on avait avant et il mettrait en place des mécanismes pour nous pousser à remanger davantage et à stocker l'énergie plus efficacement dès qu'on relâche un peu le régime. C'est un peu comme si le cerveau avait un poids de consigne qu'il essayait de défendre à tout prix. Ça expliquerait pourquoi c'est si difficile de stabiliser une perte de poids sur le long terme. Ce n'est pas juste une question de volonté. Ah, intéressant. Et frustrant à la fois. Et la toute dernière info, un grand classique de l'été, les moustiques. Pourquoi ils nous piquent, nous, et pas le voisin? On a enfin une réponse. On a une piste qui se précise sérieusement. Une étude récente a montré que l'attractivité d'une personne pour les moustiques serait fortement liée à la présence sur sa peau de certains composés chimiques appelés acides carboxyliques. Et le truc intéressant, c'est que ces acides sont produits par les bactéries qui vivent naturellement sur notre peau. Nos propres bactéries. Oui, notre microbiote cutané. Et comme la composition de ce microbiote varie énormément d'une personne à l'autre, on n'a pas tous les mêmes bactéries sur la peau. Ça expliquerait pourquoi certaines personnes sont des véritables aimants à moustiques et d'autres beaucoup moins. Chacun aurait sa propre signature olfactive liée à ces bactéries. L'espoir, bien sûr, c'est que cette découverte ouvre la voie à de nouveaux répulsifs, peut-être plus ciblés, qui masqueraient ces acides spécifiques ou modifieraient notre microbiote pour nous rendre moins appétissants. Eh ben, quel voyage! De la possibilité de vie microbienne sur Encelade ou d'une biosignature sur Cado18b jusqu'aux bactéries de notre peau qui nous désignent comme cible pour les moustiques, en passant par tous ces défis de santé, d'environnement et même les questions éthiques que la science soulève. Franchement, ce numéro de Science et Avenir montre bien à quel point la recherche est vivante, diverse. C'est exactement ça. Ça montre comment la science, elle explore tout, de l'infiniment lointain à l'infiniment petit, comment elle essaye de répondre à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers, tout en cherchant aussi des solutions très concrètes à nos problèmes ici et maintenant. Et toujours, on le voit bien dans le dossier sur la vie extraterrestre, avec cette exigence de rigueur, de prudence face à la complexité du réel. On n'a pas les réponses tout de suite, mais on avance. Absolument. Et tiens, pour conclure, ça me fait penser, une dernière petite question qui prolonge un peu notre discussion sur la vie ailleurs. Si la preuve est si incroyablement difficile à obtenir, qu'est-ce qui, selon vous, pour nous, pour l'humanité, une preuve vraiment incontestable? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver pour qu'on se dise, collectivement, ça y est, on n'est plus seul? Est-ce que ce serait une molécule super complexe, un signal radio clairement artificiel, un artefact trouvé sur Mars? Et surtout, au-delà de la preuve elle-même, comment est-ce qu'une telle confirmation changerait notre regard sur nous-mêmes, sur notre petite planète bleue?
Voilà, une petite question pour la route pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette exploration et bien sûr, n'hésitez pas à vous plonger dans le magazine Sciences et Avenir pour en découvrir encore bien plus.